Je m'appelle Xavier Demuizer, je suis technicien forestier de l'État à l'ONF. Ici, au titre de correspondant départemental de l'Association des arbres remarquables de France. L'acronyme c'est ARBRE, Arbres remarquables, bilan, recherche, étude, sauvegarde. Ça bosse. Notre association a 25 ans, on est 1000 membres à travers la France. Et notre job c'est aller chercher des arbres d'exception, pardon à vous mais je vais l'expliquer, des arbres d'exception, des arbres remarquables sur lesquels on peut apposer un label pour faire le phare, si vous voulez, sur l'ensemble des arbres qu'il faut protéger à travers la France, etc. Et on est en train de bosser avec la députée Delphine Bateau notamment sur la déclaration du droit de l'arbre, puisqu'il y avait un décret 189-90 le droit de l'homme, de la femme. Le droit des animaux qui est en cours de gestation, mais c'est bien lancé, sensibilité animale, etc. Et les arbres alors. Donc on y bosse. Groupe de travail qui bosse là-dessus. Donc voilà. Et bien sûr, membre du collectif Touche pas à ma forêt, puisque c'est intéressant aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler un peu de l'arbre, de sa biologie. Alors on connaît bien la définition du mot biologie, mais moi je vous demande la définition du mot arbre. Pas l'acronyme arbre, hein. L'autre, celui-là. Je vous écoute. Des mots-clés, peut-être. Qu'est-ce qui, pour vous, en quelques mots, caractérise un arbre? Sans chercher de la philosophie. Ici, c'est biologie de l'arbre. Son immobilité. Plante. Végétal. Ligneux. Ligneux. Important. Avec un trou. Ouais. Enfin, au moins un. Oui, au moins un. Ça, c'est bien vu. Racine. Racine. Donc ligneux, tronc, racine. Au moins un tronc, ça c'est lié. Les feuilles. Les feuilles. La photosynthèse. Photosynthèse, c'est une réaction chimique essentielle à tous les végétaux, mais ceci est un arbuste, c'est du hou. Photosynthèse, il photosynthétise aussi. Là, c'est ça bosse. Ah, la taille aussi. C'est La taille, un habitat. un habitat. Et puis quelque chose, Parfait. c'est tellement évident qu'on l'oublie. Observez-le. Mais prenez une doudoune parce que vous allez rester la nuit là. Prenez à bouffer, vous allez rester un mois. Construisez une cabane, vous allez rester un an. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas bougé. Immobile. Fixe. Ah, attention. Eh oui. Attention, parce que de ce fait-là, l'arbre est un végétal de grande dimension, ligneux, à tronc ou plusieurs troncs, etc., fixé à son environnement, il ne peut pas s'échapper. Il est quand même migrateur quand même. Alors ces graines sont migratrices, sont colonisatrices, tout ce qu'on veut, etc. Mais lui, ce chêne-là, le gland est tombé là, point final. Le jour où il y a des problèmes, il ne s'en va pas. Donc il va devoir développer des stratégies, c'est un mot que je vais utiliser beaucoup, pour s'adapter. C'est beau. Voilà. Et c'est un des gros problèmes de modification climatique aujourd'hui. Encore que beaucoup de gens bossent, les apprentis sorciers surtout, et le reste on va voir. Bon. Et bien voilà, ça c'est une partie de la définition de l'arbre, pour rester sur la partie physique, chimique, etc., pas philosophique. Devant nous, un bel individu, eh bien je vous présente la moitié d'un arbre. L'essentiel est invisible à nos yeux, disait quelqu'un. Partie racinaire, système racinaire. À tel point que lorsqu'on discute entre professionnels, on en arrive à se dire mais un arbre c'est d'abord le système racinaire, d'abord le système souterrain et ses acolytes. On va en parler. L'exemple, ceci est un châtaignier, le pauvre il change de nom toutes les 5 minutes d'ailleurs. Ceci est un jeune châtaignier, je prends ma tronçonneuse, je le coupe à ras, je fais un piquet avec, je m'en vais, je prends la partie aérienne, je reviens 3 ou 4 ans après, il est toujours là l'arbre, il a repoussé. C'est bien que l'arbre c'est d'abord dessous que ça se passe. Et certainement au-dessus aussi. Mais si je sépare les deux par l'action de l'homme, il est là, le châtaignier. Beaucoup d'arbres rejettent de souche, font du rejet, ce qu'on appelle le régime du taillis. Les acacias, les châtaigniers, les platanes, les frênes, surtout dans leurs jeunes arbres, dans leurs jeunes années, leurs jeunes âges. Donc voilà, l'arbre c'est d'abord un système racinaire fixé, puis reviendra.
comment ça fonctionne? Tout être vivant a des fluides, plein de sortes de fluides. Et les fluides essentiels à l'arbre, les deux fluides principaux sont ces deux sèves. La sève brute et la sève élaborée. La sève brute, c'est la sève montante, connue plutôt sous le nom de sève montante, qui est présente dans le tronc de l'arbre, dans toutes les structures, tronc, enfin, bien sûr racines, tronc, branches, brindilles, etc. Dans la partie plutôt interne de ce qu'on appelle, la zone blanche ici, de l'aubier. L'aubier, c'est la partie vivante du tronc et des grosses branches maîtresses. Plutôt à la partie interne ici. Cette sève brute, c'est ce que vous avez dans vos bouteilles d'eau minérale. De l'eau, des minéraux. Sauf qu'il y a un petit problème déjà, parce que l'arbre, lui, ses racines sont complètement incapables de ramasser la moindre particule de minéraux du sol, du complexe argilo-humique du sol. Ils ne sont pas capables. Première stratégie de l'arbre, je fais appel à un pote à moi, là, on va faire une petite symbiose ensemble, champignons. Des champignons, beaucoup de champignons différents. Dont le carpophore, la partie aérienne qu'on cueille avec l'opinel là, pour le faire cuire, le cèpe, ça c'est la fructification. Champignons, actuellement il y en a des dizaines sous nos pieds, le mycélium du champignon, va s'allier à la racine de l'arbre pour former le complexe mycorhizien, que ce soit le champignon qui englobe la coiffe racinaire de l'arbre, c'est ectomycorhizien, en dehors, autour, ou bien un lien intime entre les mycéliums extrêmement fins, racines du champignon, et les racines très très fines, le chevelu racinaire, se mélangent à l'intérieur des cellules du bois. Et regardez la zone de contact entre mes deux mains, la surface de peau, ça représente des kilomètres carrés sous un arbre. C'est d'une efficacité redoutable. Le champignon, avec sa chimie, est capable de casser les minéraux du sol et il les envoie dans l'eau, sève brute. La sève brute monte, arrive dans l'ensemble des tissus verts de l'arbre, qu'on connaît tous sous forme de feuilles, mais pas que. Parce que si on observe certains tissus qui ne sont pas des feuilles, la tige est verte, elle est chlorophyllienne, elle fait de la photosynthèse. On connaît des plantes qui n'ont pas de feuilles bien visibles, sous forme de rameaux, sous forme d'aiguilles, etc. Pas de feuilles, il ne peut pas vivre, bien sûr que si. Tout ce qui est vert photosynthétise. Sous l'écorce des jeunes arbres, c'est vert, à travers l'écorce, ça fonctionne un petit peu aussi. Et ça, c'est vachement intéressant à cette époque-ci. Parce que comme il n'y a pas de feuilles en haut, comment pourrait fonctionner l'arbre sans photosynthèse grâce à ces tissus déjà verts? Les jeunes rameaux le sont. La sève brute monte donc dans le système foliaire. Et là se passe quelque chose d'hyper simple, hyper compliqué en même temps, type la nature, la photosynthèse. De l'eau, des éléments minéraux, arrivent dans la feuille. La feuille bien... vous avez vu les feuilles, comment elles se mettent face au soleil? Waouh, comme les lézards, bien chaud. Les photons du soleil, c'est l'énergie apportée par la lumière du soleil qui arrive là-dedans. Sous les feuilles, existent des stomates qui sont des trous, des perforations par lesquelles rentre l'air que nous respirons aussi, notamment le gaz carbonique. Les 78% d'azote, les arbres ne savent pas les utiliser, sauf exception. Parce qu'il faut toujours dire ça dans la nature, sauf. Donc l'oxygène non plus, un petit peu la nuit, mais c'est peanut dans le bilan global. Et surtout le CO2, gaz carbonique. Tout ça, réaction chimique, photosynthèse, qui produit un déchet que va relâcher l'arbre, c'est de l'oxygène. Merci, c'est ce qu'on a besoin. C'est son déchet, c'est notre besoin vital, merci. Rejette de l'eau, évaporation, évapotranspiration. C'est pour ça qu'en forêt il fait un peu plus frais et humide. Les arbres fabriquent la pluie. En fait, c'est pas la pluie qui fabrique les arbres et la forêt, c'est le contraire. On pourrait y revenir. Ça tombe bien parce que nous, de l'eau et de l'oxygène, on a besoin des arbres, je crois bien. Mais eux, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, sève élaborée qui va être redispatchée partout dans l'ensemble de l'arbre jusqu'à la moindre petite cellule vivante. Et le champignon, mon pote, tu m'as donné 10 minéraux, je te donne du sucre. Salut, c'est la symbiose. Parce que moi, le champignon, je ne suis pas chlorophyllienne. Le cèpe n'est pas vert. Ou alors le cueillez pas. Quoi. Donc, pas de photosynthèse, pas de sucre. La plante lui redonne des sucres. Il n'y a pas que les arbres qui font ça. Il y a des plantes graminées qui ont des systèmes mycorhiziens. C'est très intéressant, très important, notamment dans des conditions de vie un peu plus difficiles.
Pour bien vivre, il faut se mettre ensemble. Donc, cette sève élaborée, elle va circuler en partie plutôt externe de la partie vivante nommée aubier, vous avez suivi, notamment pour aller alimenter une double couche ici de cellules génératrices, d'un côté de l'écorce et de l'autre des cernes de bois. C'est pour ça qu'on voit qu'au printemps, il y a une couche de cernes claires et ensuite des cernes foncées. Donc si on veut compter l'âge d'un arbre abattu, des rondelles comme ça, il faut compter soit les blancs, soit les sombres. C'est soit le printemps, soit l'été. C'est pas le printemps et l'automne, c'est le printemps. Le printemps et l'été, au 15 juillet, en zone normale, ça s'arrête. Plutôt en montagne. Cette zone, le cambium, ou l'assise cambiale, est très importante pour les gens qui veulent greffer, parce que lorsqu'on approche le greffon et le porte-greffe, le greffon sur le porte-greffe plutôt, c'est ça qu'il faut faire coïncider, ces cellules de bois génératrices de la future connexion entre porte-greffe et greffon. Voilà. Ça c'est un fait. Et donc après, comme je vous dis, ça arrive jusqu'en bas. Voici très rapidement le circuit des sèves. Alors il y a quand même un petit truc qui se passe là, c'est que j'ai un petit arbre. Il y avait un petit chêne, mais il y a tellement de mou qui est passé, lui il a déjà fini sa vie, quoi. 10 cm de haut, j'ai un petit arbre de 10 cm de haut, j'ai une goutte d'eau à faire passer de la racine au sommet de l'arbre, sur 10 cm, bon on va dire capillarité, je ne me trompe pas, l'affaire est faite. Problème, je fais 115 mètres de haut, mes racines sont à moins 7, moins 8 mètres de haut, ça fait au moins 120 mètres de distance, d'altitude, comment je fais? Osmose, tout seul ça ne fonctionne pas. Capillarité, tout seul ça ne fonctionne pas. Évapotranspiration, tout seul ça ne fonctionne pas. L'ensemble des trois ce n'est pas suffisant, il y a autre chose. Et on ne sait pas quoi. Aujourd'hui on ne sait pas quoi. Ça bosse, il y a des gens qui bossent là-dessus. Parce que ce sont des cellules qui parfois forment des tuyaux, parfois sont fermées. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le goutte d'eau est bloquée, c'est les éléments minéraux qui passent, ou d'autres choses? C'est assez compliqué parce que les plus grands arbres sont 115 mètres d'eau, sont des eucalyptus en Australie, mais la goutte d'eau elle démarre de moins des sous-étages là-bas, de la cave en bas, pour monter. Là il y a quelque chose à bûcher sérieusement. Voici pour les histoires des sèves. Est-ce que vous avez des petites questions? L'osmose, c'est pas l'osmose? L'osmose, c'est il y a deux cellules, une qui est plus chargée envoie vers celle qui est moins chargée. Donc c'est celle qui est moins chargée en éléments. Souvent on parle de sel, des sels qui appellent. On change de milieu pour équilibrer une cellule qui est très chargée, l'autre, c'est pour essayer de faire comme ça. Voilà, 2 secondes. Donc ces cellules reçoivent la sève élaborée, qui les nourrit, qui les multiplie. Et c'est bien l'essentiel de l'arbre, parce que pour qu'un arbre vive, il doit faire 2 choses tous les ans, s'allonger et grossir. Je m'allonge 1 fois par an, ou plusieurs fois chez les chênes, c'est-à-dire que mon bourgeon du sommet, là, pour les petits chênes, le bourgeon dormant qui est tout à fait là-haut, plus facile ici que là-haut. Aujourd'hui, son nom indique d'or, d'ici quelques temps, la sève va le bourrer un peu, il va éclater, bourgeonner, ou s'ouvrir, faire un allongement pour produire ce qui s'est produit l'an dernier, une branche à partir d'ici. L'an dernier, cet arbre a poussé de ça. Sur cet allongement vont se faire des feuilles réparties, suivant différentes stratégies choisies par différentes espèces d'arbres. Il y a de tout qui existe là-dessus. Et à l'aisselle de chaque feuille, pour y vérifier, il y a un bourgeon. Ma stratégie, je prépare 2022 déjà. Et oui, il faut déjà que j'anticipe l'année prochaine. Donc, j'ai fait mon allongement. Mais si je fais un allongement, comme ce petit être, c'est appelé par son nom, sans prendre du diamètre, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Et pour rester, on appelle ça le coefficient d'allongement. Ça fait un long tuyau, et puis au bout d'un moment, les arbres ne tiennent plus debout. C'est les résineux en plantation très serrée, etc., qu'on ne dessert pas, qu'on n'éclaircit pas assez tôt. Ou naturellement aussi. Donc je prends du diamètre. Les fameuses cernes de printemps et d'été. Plus ou moins lâches, plus ou moins importantes. Je vais grossir plus ou moins vite en diamètre. Suivant quelque chose de très simple, c'est ma surface foliaire. Principalement c'est ça. Parce qu'en amont de ça, si l'arbre a développé beaucoup de surface foliaire, c'est qu'il a les éléments minéraux de ses copains les champignons et de l'eau à flotte
à disposition, je ne me pose pas la question de ça, je l'ai. Les camions arrivent dans l'usine, là, ça fonctionne très bien. Je vais faire beaucoup de grandes usines, avec des grandes feuilles comme ça, beaucoup de surface, panneaux solaires, pour faire beaucoup de bois et faire un gros tronc, et voilà. Et donc vous avez tous peut-être en tête des photos de gros chênes dans les prés, où c'est pas du tout lui. Ça c'est un porc forestier qu'on appelle. Un très haut fût, un très haut tronc, une grume, la fourche maîtresse et le houppier. Mais certains chênes, si on plante une graine au milieu d'un pré et qu'on ne touche à rien, les vaches ne viennent pas, les premières branches touchent par terre. L'arbre n'a pas besoin de faire un tronc en situation isolée. Ils se développent, forme champêtre on appelle. Ils sont souvent beaucoup plus larges que haut, avec des branches qui ont jusqu'à 16 et 18 et 20, 22 mètres de longueur. Quoi. Si elles se posent, elles partent, elles cassent. C'est ça. Voilà. Donc, je grossis en diamètre. Et ça me fait approcher autre chose. Cet arbre est très gros, il doit être très vieux. Tout le temps on dit ça. Il est très gros, il est très vieux. Faux. Les arbres nous surprennent encore. On y va. Alors, j'ai fini ma carrière raconteur. Vous avez tous en tête des séquoias géants, Sequoia dendron giganteum. Très gros arbres en France ici, hein. On ne va pas aller loin, on ne prend pas l'avion cette fois-ci. Des très gros arbres, des très gros séquoias, il y en a à Bagnères, il y en a à Tarbes, il y en a un peu partout dans toutes ces villes thermales et ailleurs. Très vieux, ouais, ces séquoias, il y a moins de 300 ans. Impossible, il n'y avait pas de séquoia importé en France il y a 300 ans, donc c'est simple, c'est pas pour ça. On a les dates d'apparition de beaucoup d'espèces exotiques, que ça vienne d'Asie ou des États-Unis ou d'ailleurs. Sur des catalogues de pépiniéristes, on sait que séquoia, par exemple, de mémoire, c'est dans les années 1863 ou 53, quelque chose comme ça. Donc antérieur, c'est pas possible. Donc il n'a pas 300 ans, c'est réglé. Mais il est très gros, ben oui, il pousse beaucoup. Et en plus, un séquoia a une épaisseur d'écorce très importante. D'ailleurs, ça lui pose un problème dans certains parcs. Il y a des gens qui viennent s'entraîner à la boxe sur les troncs, au point de faire dépérir l'arbre. Oui. Pendant des dizaines d'années, des dizaines de personnes, ça fait beaucoup de coups de poupée sur un arbre qui n'a rien demandé. Parce qu'il a une écorce très épaisse, puisque sa stratégie de défense contre les incendies naturels de forêt, c'est l'épaisseur de l'écorce. Je vais oser dire que cet arbre a 120-150 ans. Vous pouvez me contredire, hein, on va discuter. Et je pourrais vous prouver quelque chose. Cette rondelle d'un petit chêne qui a poussé sur un caillou calcaire, dans le Lot, dans l'Écosse du Lot, 42 ans. Quand un chêne qui pousse ici, 42 ans, il est gros comme ça. Il faut au moins 35 de diamètre. Ah. J'ai bien ce moment-là. 300 ans. On dirait pas que c'est la 5e fois. Hein. Je pose le contexte. Le contexte il est simple, c'est 1800 mètres d'altitude, le chaînon calcaire ici, fissure dans le lapiaz calcaire, plein sud. Je m'appelle Genévrier Sabina. On a trouvé cette branche morte à la base du genévrier ici. Le genévrier étant vivant, bien sûr, on ne l'a pas coupé, mais la branche morte, oui, à des fins d'études. Bon, on a beaucoup réfléchi, on a envoyé ça à Toulouse pour faire de la dendrochronologie, de l'étude des cernes et compagnie. 112 ans. 112. C'est une branche de l'arbre, hein. Il est à peine plus petit que ça. Donc, à toute fin, toute chose étant égale par ailleurs, je compare un genévrier avec un genévrier, un chêne avec un chêne, quand même. Attention au diamètre, quoi. Il est gros, il est vieux. Attention. On parle de l'âge. Non, je voulais pas faire les deux âges encore. Excusez-moi. Je me prénomme Xavier, j'ai 55 ans. À 120 ans, je sais que je serai mort. Certainement avant, parce qu'il y a les accidents de la vie, comme les arbres. Mais à 120 ans, l'animal homme est programmé pour être mort. Le végétal arbre, pas de programmation. Vous allez voir pourquoi. Donc dire que ce chêne a 120, 150 ans, 180 ou ce sapin 28, etc., ok, c'est bon pour nous gestionnaires, c'est bon pour l'association arbre pour dire j'ai vu le plus vieil arbre de France. Mais les arbres et les gens qui travaillent avec les arbres et qui les diagnostiquent,
C'est ça qui compte. Hop. L'âge ontogénique, l'âge que l'on applique sur l'arbre, à quelle phase de sa vie il en est par rapport à son architecture. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous prenez ce hêtre. Allez, raisonnablement, il a une vingtaine d'années. Vous prenez un hêtre, comparons deux hêtres. Et ils ont la même forme. Celui-là est très caractéristique. Il est là. Évidemment qu'il est jeune. Un axe, vous voyez l'axe? Pas de ramification. Un axe, des branches normales, pas de fourchaison, pour être précis, pas de fourchaison. Voici un jeune, voici un adulte, voici un mature. Pardon, je suis désolé. Et voici un arbre sénescent. Et bon, bien sûr, l'arbre mort, par respect, on y a pris. Et vous remarquerez que les arbres qui sont résineux ou feuillus ont un axe principal. On appelle ça chez résineux le gigantisme. Ça monte tout droit. Le sapin de Noël, c'est ça. Et les arbres architecture gigantisme conservent très longtemps cette forme-là, contrario des feuillus qui font des fourches. Des fourches naturelles et maîtresses par des fourches accidentelles, où le vent a cassé une branche qui repart à deux. Vous voyez très bien le hêtre là. Vous voyez l'exemple. Devant nous, on a un châtaignier là. Vous voyez au bout de l'arbre cassé ici, de l'arbre déraciné, il y a un châtaignier très droit là. On commence à avoir une fourche, deux fourches, trois, quatre maxi. Quatre fourches maîtresses maximum. Cet arbre est ici. Il est donc un adulte, plutôt jeune adulte. Il serait par là. Et ces arbres-là, qu'on a devant nous, ce hêtre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'en haut. Hein. Au moins 7 environ. On n'est pas à une près, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est déjà un arbre mature. Et ensuite, je n'en ai pas trouvé parce que le châtaignier là-bas est mort. Et après, il faudrait étudier un peu. L'arbre sénescent, où l'arbre a commencé à lâcher des branches qui ne sont plus, dont il n'est plus en capacité de gérer et d'alimenter, et conserve quelques branches là. La sénescence est quelque chose de programmé, de logique, et comme tous les autres stades ici, peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Entre ce jeune chêne qui a germé, qui fait 10 cm de haut, et ce chêne qui a 1200 ans qui vient de mourir, il s'est passé 1200 ans, sachant que ces phases-là, elles n'ont pas forcément, comme il y a 4 stades-là, 25% chacune de la durée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est flexible. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de lire l'architecture des arbres, par notamment la fourchaison chez les feuillus et la modification de la cime de l'arbre chez les résineux, jusqu'au moment où ils font la table. Vous voyez les vieux cèdres au jardin massé, vous voyez les gros vieux sapins en montagne qui sont presque plats dessus. Il y a modification de la floraison aussi. Il y a inversion de floraison entre les adultes et les vieux. Et la cime change complètement de forme. Il ne monte plus, il s'étale. Son but là, c'est de prendre beaucoup d'énergie solaire pour faire beaucoup de graines et se multiplier avant de disparaître. Voilà, ça c'est l'arbre ontogénique, très important. Une question? Oui. Dans des conditions idéales, optimales, un arbre alors qu'il n'a pas de durée de vie maximale, on pourrait imaginer qu'il soit peut-être éternel. Immortel. Je ne sais pas ce que c'est des conditions optimales. Oui, c'est surtout que parce qu'ils peuvent vivre très longtemps, il y a beaucoup de risques que ces conditions se modifient et ne lui conviennent plus, sauf qu'il est fixe. On a des pins au Nevada, 5060 ans, qui ont été datés par prélèvement, ou sur des arbres morts à côté, de l'ordre de plus de 5000 ans, toujours vivants. Après, ils sont courts, ils sont tordus, c'est normal, ils sont en altitude, avec le désert d'altitude, on dit. Dans des conditions de sol très difficiles, les champignons, système mycorhizien très dur pour lui, il n'est pas absent.
Mais alors on se dit pourquoi ces arbres-là vivent si vieux dans ces conditions si terribles pour eux. Il ferait mieux de vivre en plaine, tranquille au bord de l'eau, peinard, là où tout va bien pour lui. Ouais, sauf que si c'est très dur pour l'arbre, c'est très dur pour les champignons qui vont l'attaquer et les insectes qui vont le dévorer ou le piquer ou le détruire. Sa stratégie à lui, ça a été je m'isole, je me mets dans des conditions difficiles, je ne suis pas pressé. Tous les ans, je vais faire ma petite pousse. Hein. Elle est toute petite, mais je vais vivre, ne vous inquiétez pas, je fais des cernes. Vous avez vu 112 ans là il n'est pas poussant, mais il est vivant. Sauf que là-haut, il n'y a pas grand monde. Proportionnellement, notre genévrier, ces pins-là, voilà. Ce sont des arbres, on en trouve, on a des collègues qui sont des fanats d'escalade, etc., pour aller dans les falaises, style l'Ardèche, les falaises du Tarn, en fait, tous ces endroits-là, très difficiles d'accès, où il n'y a pas eu le feu de la part de l'homme aussi. Ça, c'est une agression qu'on peut retrouver sur des grandes surfaces, des écobuages de montagne, des petits arbres. Donc en milieu de falaise, où il y a des arbres qui poussent à l'envers, des genévriers, le pluricentenaire. Tu te dis, mais il vit dans une fissure, lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a de l'eau minérale, le reste c'est tout de l'extérieur. La lumière et le carbone, ça vient de l'extérieur. Il me suffit une petite fissure avec de la goutte d'eau qui tombe, c'est bon. La plupart de la masse d'un arbre ne vient pas du sol, ça vient du carbone stocké, de l'air. Bon, mais ça tombe bien, on en a à lui refourguer, quoi. Voilà. Oui, mais cet arbre qui fait plus de 100 000 ans aux États-Unis, c'est une forêt en fait, si j'ai bien compris. Une colonie, c'est ça? Alors, merci. Je ne savais plus, non, je ne voulais pas dire. On n'a pas parlé de sexe, pardon. Non. Eh bien, je vais y venir, vous allez voir. Pour qu'on ait des arbres aujourd'hui, ils ont bien fallu qu'ils se reproduisent. Les végétaux, à contrario des animaux, ont deux stratégies différentes. La stratégie sexuée et la stratégie végétative. Stratégie sexuée, c'est relativement simple, le sexe, c'est pas quelque chose de très dur. Les arbres peuvent être soit mâles, soit femelles. Soit le même arbre porter deux fleurs mâles, des fleurs femelles, soit porter des fleurs hermaphrodites. Les rosacées notamment, les cerisiers, tout ça. Ok, donc pollinisation, anémophile, enfin tout ce qu'on peut développer, les insectes, le vent, le truc, le machin, ok. La graine se forme, la graine tombe au sol, est transportée d'une façon ou d'une autre, germe, voici un nouvel arbre. Issu de deux parents différents, génétiquement différents, très intéressant pour faire du brassage génétique. Nous, forestiers, on bosse là-dessus. On a des boîtes de R&D là, qui bossent à fond là-dessus, sur la génétique des arbres, parce que demain, qu'est-ce qui se passe? Et les arbres ont la deuxième stratégie, qui s'appelle la stratégie de développement végétatif. On connaît, le hou le fait très souvent. Cette branche tombe au sol, il lui arrive ça dessus, ça arrive tous les jours ici. Et la branche qui pose au sol va faire de la racine, c'est une marcotte, va se redresser et voici une nouvelle tige racinaire de hou. Mais c'est exactement le même. Génétiquement, il n'y a pas de changement. Attention à ça. On peut la couper, la planter là-bas, c'est une bouture. C'est ce qu'on fait en pépinière pour développer le laurier, les tuyas plicatae. Le fait que j'ai mon petit châtaignier, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je le coupe, il repart à plusieurs troncs, donc c'est multiplié, il y en avait un, il y en a trois. Pas les petits pains, c'est avec le PINS. Et donc à ce moment-là, j'ai multiplié mes petits pains, là, mes petits troncs, bien que les pains ne rejettent pas de souche. Ça c'est une façon. Et puis à la dernière, pour répondre à votre question, on appelle ça le drageonnage. Alors les drageons, notamment c'est le fait de peuplier qui le font, le robinier aussi le fait pas mal, les acacias, le mimosa, tout ça, cette famille-là. J'ai un petit arbre qui pousse ici, parce que je suis un curieux, je vais gratter. Et je vais observer que, si je gratte le sol à côté des chiens, il lance. Ce n'est pas une graine qui a donné le petit arbre, mais bien la racine qui a exprimé un bourgeon dormant, qui a fait jaillir une tige. Tac. Les bambous, c'est autre chose, c'est une graminée. Mais c'est le même système, il faut que je m'étale, quoi. Je prends toute la place. À la recherche de la lumière du soleil, c'est ça l'histoire. Et donc cette tige qui est petite va grossir, en faire une autre, jusque pando, je m'étends. C'est le mot donné, le nom, le petit nom gentil donné par les scientifiques à cette découverte extraordinaire de ce peuplier faux tremble qui couvre 43 hectares dans l'Utah, États-Unis. Évidemment, ils se sont jetés dessus, on cueilli plein de rameaux, on fait des analyses génétiques, marqueurs
marqueur microsatellite et compagnie, ben, c'est un arbre. Je crois qu'ils ont compté 45 000 tiges sur 43 hectares. C'est un individu. Le plus gros et le plus lourd organisme vivant sur Terre, c'est lui, c'est pas la baleine bleue. C'est hallucinant. Je vous parlais des arbres les plus hauts tout à l'heure, c'est 15 mètres. Le plus gros en diamètre fait 14 mètres de diamètre. L'arbre individu, 14 mètres, c'est d'ici à l'autre arbre là-bas, c'est énorme. Et le plus gros et le plus lourd, le plus étendu, c'est un peuplier faux-tremble, 43 hectares de développement. C'est incroyable. Pando, je m'étends. Voilà. Sauf que cet arbre-là a un énorme problème. Que pour s'étendre, il doit faire des drageons qui sont très sensibles à la dent des cervidés. Que les Américains, il y a des chasseurs qui tuent des animaux. Il n'y avait pas de cerf, on introduit des cerfs. On va s'amuser. Sauf que les cerfs, qu'est-ce qu'ils mangent? Des drageons. Donc cet arbre ne s'étend plus. Il y a eu des clôtures de posées, il y a eu plein de choses faites, il y a eu des pétitions à la part des scientifiques. La tête creuse étant... C'est vraiment dommage. Allez voir sur internet les photos satellites de Pando, c'est facile à trouver. Il a quel âge alors? Extrêmement difficile à dire. Le chiffre évoqué c'est 80 000, ce qui paraît extrêmement étonnant parce que depuis 80 000 ans, fois 365 jours, parce que j'aime bien faire ça, que tous les jours de sa vie, c'est rien passé de létal. Ce qui est quand même, waouh, un sacré coup de dé, quoi. Pendant les glaciations, ça veut dire qu'il tenait aux températures... Alors ça veut dire que soit à cet endroit-là, il n'y a pas eu, mais ça peut être étudié, c'est-à-dire par la palynologie, plein de choses comme ça. Voilà le chiffre annoncé que je vous verse, ça se trouve sur le moteur de recherche. C'est fort étonnant d'ailleurs, c'est très très long, on aurait dit 8000, ok. La reforestation naturelle, c'est 6000 ans ici, quand la glace est remontée vers le nord. 6000 ans, bon, notre mai il était dans un refuge, il s'est mis là. Un peu plus au sud de l'Utah. Mais... Ouais. Donc voilà ce que je vous dire à ce sujet, quoi. Ouais. Et j'ai eu l'honneur d'étudier un petit pando qui fait un demi-hectare ici. Ouais, mais la France et les États-Unis, 43 hectares, un demi-hectare, pardon. C'est tout à fait appréciable quand même. Il y a 250 tiges, je les ai comptées. 250 tiges de plus de 5 cm de diamètre réparties sur un demi-hectare, quelque part dans le parc national. Et on va publier là-dessus bientôt. Ouais. Et donc là, c'est 92 prélèvements de rameaux, envoyés au labo, génétique, bingo. Un individu. Et depuis, j'en ai trouvé d'autres. C'est quelque chose de très... C'est peuplier tremble. Aux États-Unis, c'est Populus tremuloides, le faux tremble. Et ça, c'est le peuplier tremble, c'est de très proches cousins. Ouais. C'est quand même la dynamique de la végétation, sa stratégie de se développer. C'est incroyable quand même. Hein. Dans une situation difficile d'altitude, parce que dans l'Utah, il y a de la neige comme ça. Donc, sa stratégie, c'est de se développer de façon végétative. C'est gagnant hein, comme truc. Hein. Voilà. Le châtaignier, sans l'intervention de l'homme, dans les forêts naturelles, il se reproduit? On a un très bon exemple ici. Là. Voilà une châtaigneraie. Et voici la chaînée étrée. Je suis sur la limite. C'est une histoire de parcelle de propriété. Pour répondre à la question, le châtaignier, bien sûr qu'il se reproduit en milieu naturel, il produit des châtaignes, plus ou moins grosses, mais le sanglier, il s'en fiche, il avale tout, il n'y a pas de problème. Sauf que le châtaignier, lorsque autour de lui vont pousser des chênes, et surtout des hêtres comme ici, va laisser le bénéfice. Le châtaignier a besoin de lumière, c'est un arbre de soleil. Et quand le hêtre va pousser à travers, ce qui est le cas ici, vous voyez la dynamique forestière, là devant nous on a un taillis de châtaigniers. Ces châtaigniers, bon après il y a d'autres maladies, je pourrais vous en parler. Le hêtre qui vient à travers. Quand le hêtre va avoir passé dans la tête du châtaignier, il va le mettre à l'ombre, terminé pour le châtaignier. Il n'aura plus assez de lumière pour vivre. Oui. Donc le châtaignier n'est pas ce qu'on appelle une dryade, c'est-à-dire une espèce forestière de fin de succession écologique. Vous avez fait l'atelier des forêts? Okay. Voilà. Et donc ici, à terme, on ne fait pas l'intervention de l'homme, on ne touche à rien, on laisse faire la nature. Il y aura des écroulements, vous voyez ces arbres qui se sont couchés par les tempêtes diverses et variées, celui-ci aussi.
qu'est-ce que vous voyez qui ressort en premier? Le hêtre. Les petits qui ont les feuilles sèches, les feuilles marcessantes, c'est du hêtre. C'est ça la forêt de demain. On revient dans 200 ans, 100% hêtre, si tout va bien. Donc il n'y a pas Florian. Hop, pour boucler mon affaire. Voilà, voilà le truc. Et le châtaignier, puisqu'on en parle un peu, c'est un arbre très, très, très sympathique qui a accompagné les civilisations humaines depuis fort longtemps. Sinon, il y aurait eu beaucoup de famines beaucoup plus graves, l'arbre à pain. Voici un châtaignier. Dans la partie droite, la première itération de droite est sèche. La partie de gauche est en très mauvais état pour deux raisons. D'abord parce que celui-ci, là, il fait beaucoup d'ombre. Beaucoup d'ombre. Donc déjà, photosynthèse faible. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous remarquez, sur tous les rameaux, il y a des toutes petites boules. Et ça, c'est une maladie qui vient d'arriver. Merci les Asiatiques. Encore eux, comme par hasard. Ça s'appelle le cynips. Le cynips, c'est une micro-guêpe qui à cette heure-ci est dans les bourgeons. La larve est dans les bourgeons. Lorsque le bourgeon va gonfler, la larve va sortir, très rapidement se transformer en guêpe femelle, parthénogenèse, elle s'en fout des mâles, pas vrai, c'est plus rapide, parce que leur saison de repos est très courte. Et pendant que l'arbre s'allonge, je vous disais, je m'allonge, je fais des feuilles, je fais un bourgeon, cette guêpe vient pondre dans les bourgeons pour l'année prochaine. Sauf que la réaction d'un arbre, lorsqu'on le pique, surtout au niveau d'un bourgeon, c'est faire une gale. C'est l'arbre qui fait la boule. Il y a des centaines de formes de gales à travers les forêts françaises et ailleurs. En équilibre, parce que la population d'insectes est en équilibre avec celle des arbres, ça va. Parce qu'il y a des ravageurs, des parasitoïdes. Ici, ce cynips, cette famille de cynips pour être précis, parce qu'il y en a en France, et qui sont en équilibre, je vais vous le dire, n'a pas de parasites, n'a pas de prédateurs. Se développe de façon exponentielle. La femelle cynips du châtaignier importé d'Asie fait jusqu'à 80 œufs. Une femelle 80 œufs. L'année prochaine, 80 x 80. Vous connaissez la fable de l'échiquier, un grain de blé, deux graines de blé, etc. Le problème, c'est qu'on a essayé, avec l'INRA d'Antibes, qui a pris l'affaire à bras le corps, d'introduire ce qu'on appelle Taurimus. C'est une guêpe qui attaque la guêpe. Le Taurimus attaque les cynips pour essayer de le réduire. Sauf que le Taurimus, il faut déjà des mâles pour 25 femelles, que c'est coûteux à élever, donc à mettre dans la nature, etc. La réussite n'est pas très nette. Donc on a des très gros problèmes pour penser à l'avenir du châtaignier, notamment le châtaignier en châtaigneraie à fruits, en châtaigneraie de rapport. Parce qu'ici, ce vieil arbre-là, si demain on le coupe, il va repartir, certainement repartir, parce qu'il est quand même en un point, végétativement, sa deuxième stratégie que je vous ai expliquée là. Mais en châtaigneraie à fruits, des très vieux arbres, des gros arbres comme ça, qui ont déjà subi les chancres, la maladie de l'encre, qui ont maintenant le cynips et des fois des sécheresses d'automne. On a visité l'autre jour une châtaigneraie que je ne sais pas du tout, avec des très gros arbres. Avenir incertain. Ouais. Voilà. On va les laisser arbres morts sur pied, arbres morts couchés. Vous avez entendu parler d'arbres morts. Donc d'accord. Mais voilà. L'avenir des châtaigniers est incertain. On a, pour revenir sur la multiplication sexuée et le fait que j'ai insisté sur le brassage génétique, on va chercher dans cette châtaigneraie, je suis certain, de trouver des arbres qui n'ont pas une gale de cynips. Le cynips ne pompe pas à l'intérieur pour une raison de goût, de sucre, de tanin, on ne sait pas. Sauf qu'il y a des variations génétiques de certains arbres qui font qu'ils ne seront pas attaqués. Donc il restera du châtaignier. Tout comme il est resté de l'orme après la maladie de l'orme, la graphiose. Dans certaines vallées de montagne, on trouve encore quelques ormes. En plaine, on en trouve certains qui sont des fois de grosses dimensions. On a un arbre remarquable de France qui est un orme, la ville de Secolande là. Mais voilà, ça revient anecdotique et ça ne disparaît pas, mais ce ne sera pas, à mon sens, aussi connu, aussi développé qu'avant. Les vieux taillés de châtaigniers ne sont pas très grande forme non plus. Parce que le cynips, comme l'arbre fait une gale pour se défendre de la larve qui est dans son bourgeon, au lieu de faire une grande feuille surface foliaire photosynthèse, on en revient toujours à ça, fait une petite feuille ou une feuille déformée. Donc il ne fait pas des réserves pour l'année de plus un. Alors une fois ça va, deux fois, et puis et ensuite, pour les gens qui produisent des châtaignes, si c'est le bourgeon à fruits qui est abîmé par la larve, pas de fleurs, pas de fruits, pas de récolte, pas d'argent. Voilà.
Il me reste à vous remercier.